Les courbes ci-dessus, une courbe par modèle, donne l'augmentation de température en fonction de la latitude au moment où la concentration de CO2 dans l'atmosphère aura doublé, dans 60 à 80 ans en prolongation tendancielle. On voit que les glaces du pôle Nord, par 90 degrés de latitude nord, à gauche sur la figure, sont les premières concernées. À ce moment-là, l'augmentation moyenne de température au pôle Nord pourrait aller jusqu'à 8 degrés. Les trois différences mentionnées ci-dessus, c'est-à-dire qu'on aurait un réchauffement la nuit, l'hiver et au pôle, peuvent être expliquées par la même raison. L'effet de serre correspond à l'interception du rayonnement terrestre, lequel ne disparaît pas la nuit ou l'hiver. Cet effet est donc proportionnellement plus important partout où il n'y a pas de soleil. En effet, en l'absence de notre astre du jour, l'effet direct du chauffage solaire n'existe plus, ou est réduit en hiver, pendant que l'effet indirect du chauffage du sol provenant de l'effet de serre décroît moins vite. De ce fait, l'effet relatif de son augmentation, de l'effet de serre, est plus sensible quand il n'y a pas de soleil, en hiver et la nuit. Un autre processus va dans le même sens. Quand il n'y a pas de soleil, l'air est plus froid, donc plus sec, et l'effet de serre naturel dû à la vapeur d'eau est plus faible. En conséquence, l'effet de serre additionnel dû à l'augmentation du CO2 dans l'air, lequel est réparti de manière homogène et indépendante de la température, est proportionnellement plus élevé là où la température est basse. À l'équateur, où l'air est déjà saturé en vapeur d'eau, l'augmentation de la concentration en CO2 a un effet bien plus faible sur l'effet de serre qu'au pôle. Cela explique aussi, pour partie, l'augmentation de température plus marquée près des pôles. Sur les continents, par opposition aux océans, car l'inertie thermique des grandes masses d'eau est très supérieure à celle du sol, un facteur 1,5 à 2 étant parfaitement possible entre l'augmentation globale et celle au-dessus des continents de l'hémisphère nord. Cela signifie que pour 3 degrés d'augmentation de la température moyenne, qui correspond à un scénario d'émission qui reste compatible avec les ressources fossiles inventoriées, nous pourrions avoir près de 5 degrés d'augmentation moyenne au-dessus des continents. Et que dire quand on sait que la température moyenne pourrait monter de 8 à 9 degrés d'ici 2 siècles. Peut-on faire confiance au modèle climatique? Allons directement au point important. La réponse est essentiellement oui. Pour ceux qui voudraient aller au-delà d'une réponse en un seul mot, d'aucuns sont des pinailleurs, je vous jure, essayons d'aller un peu plus dans le détail. La modélisation du climat ne repose pas sur un seul outil identique utilisé par tout le monde, mais par 23 modèles différents qui ont été construits à la date du dernier rapport du GIEC. Tous les pays ayant une activité scientifique significative possèdent désormais une équipe s'occupant de simulation du climat futur. L'une des premières choses faites dans un modèle n'est pas de regarder l'avenir, mais le passé, ou le présent, pour vérifier que le modèle ne décrit pas un monde actuel qui n'existe pas. Le graphique ci-dessus donne une vision cartographiée des précipitations actuelles, découlant donc des observations. En moyenne saisonnière à gauche, décembre, janvier, février, à droite, juin, juillet, août. En millimètres de pluie par jour. 1 mm de pluie par jour égale 90 mm de pluie sur le trimestre, soit 180 mm de pluie par an. Le graphique ci-dessous représente la moyenne intermodèle des précipitations simulées. On regarde donc ce qui sort du modèle quand on lui demande que pleut-il et où pleut-il aujourd'hui. L'aptitude des modèles à représenter d'assez près la réalité est frappante, même si ce n'est pas une représentation parfaitement identique. Il faut savoir que la simulation correcte du cycle de l'eau est bien plus difficile à faire que celle des températures. Une deuxième indication du fait que les modèles sont fiables découle non de l'observation de ce qui se passe aujourd'hui, mais de l'observation des tendances passées. Il est bien sûr possible de démarrer une simulation non pas aujourd'hui, pour savoir ce qui va se passer plus tard, mais d'un passé plus ou moins ancien, entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe, car ce sont des périodes où on a commencé à disposer de mesures fiables et précises de la température pour comparer ce que dit le modèle avec ce qui a été réellement observé. Les graphiques ci-dessus indiquent pour chaque région du monde, et en bas pour l'ensemble de la planète, l'ensemble des terres émergées et l'ensemble de l'océan mondial. En noir, l'évolution de la moyenne décennale des températures de 1906 à 2005, telle qu'elle découle des relevés, avec des tiretés, quand il y a peu de points de mesure. Le 0 correspond à la moyenne des années 1901 à 1950. La zone rose donne l'enveloppe des 58 simulations faites avec 14 modèles différents sur l'évolution régionale de la température en incluant tous les forçages du système climatique sur la période.
c'est-à-dire les modifications du rayonnement solaire, du volcanisme, etc., y compris les émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. La zone bleue donne l'enveloppe des 19 simulations faites avec 5 modèles différents sur l'évolution régionale de la température, en supposant qu'il n'y a jamais eu d'émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. Ces deux courbes permettent d'aboutir à deux conclusions d'importance. La première est tout simplement que les modèles reproduisent à peu près fidèlement les évolutions globales si l'on tient compte de tous les paramètres. Cela accrédite fortement l'idée que les tendances qu'ils nous donnent pour l'avenir sont fiables. Attention, les résultats quantitatifs dépendront toujours des hypothèses faites sur les émissions. Il est évident que les modèles ne savent pas reproduire ce qui s'est produit depuis 1970 sans faire intervenir les émissions d'origine humaine, en particulier le réchauffement observé depuis 1970, qui semble bien être, avec une probabilité très faible de se tromper, le début de l'influence de l'homme sur le climat. Il y a d'autres confirmations par des modèles d'observation climatique récentes. Les températures ont tendance à augmenter plus vite l'hiver que l'été, ce que prévoient les modèles. Elles ont tendance à augmenter plus vite la nuit que le jour, ce que prévoient aussi les modèles. Certains modèles ont été testés sur Mars et Vénus et ils rendent bien compte de ce qui est observé. Vénus a un système climatique plus simple que celui de la Terre. Il n'y a ni océan, ni glace polaire, ni être vivant, mais présente un phénomène particulier dans son atmosphère. La rotation de l'atmosphère est plus rapide que celle de la planète, dont le rendu par les modèles est assez fidèle. Sur notre bonne vieille Terre, les modèles reproduisent désormais de manière satisfaisante les diverses composantes du climat. Les zones humides, on ne trouvera pas de climat équatorial au milieu de l'Antarctique, le rythme des saisons, les divers courants océaniques ou atmosphériques, les alizés, les jets atmosphériques, le Gulf Stream, les oscillations pluriannuelles comme El Niño, NAO, etc. Et le milieu scientifique est donc désormais très confiant dans les principales conclusions qualitatives des modèles et en particulier que la température moyenne au niveau du sol va augmenter en réponse à nos émissions de gaz à effet de serre. Cela ne signifie pas bien entendu que ces outils sont désormais aussi parfaits que possible. Une intense activité de recherche se poursuit pour les améliorer, c'est-à-dire qu'ils soient capables de reproduire de plus en plus précisément les phénomènes observés. Mentionnons pour finir que si une équipe de modélisation de travail parvenait à la suite de travaux sérieux, c'est-à-dire dans lesquels les autres scientifiques ne constatent pas d'erreur de méthode et qui fassent l'objet d'une publication dans une revue scientifique de premier rang, à la conclusion que la Terre ne va pas se réchauffer suite aux émissions humaines de gaz à effet de serre, elle deviendrait mondialement célèbre dans la minute et serait probablement un bon candidat au prix Nobel. Il est certain que bien des scientifiques ont cherché dans cette direction. Rappelons que, qualitativement, cette conclusion a près de 2 siècles. Par contre, les prévisions locales, est-ce que le réchauffement sera plus fort en France ou en Allemagne par exemple, sont très difficiles à établir, et le resteront probablement jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. En effet, le système climatique est un système très instable, et une petite variation quelque part peut avoir un effet très important plus tard et plus loin. Hormis quelques indicateurs, la température moyenne ou les précipitations moyennes, sur quelques grandes zones, un continent par exemple, il ne sera jamais possible de faire des prévisions locales détaillées. Cela fait partie des limites normales de la modélisation climatique, car le système lui-même n'est pas prévisible de manière détaillée à l'échelle locale. Impossible de dire quelle température il fera à Hong Kong le 6 juillet 2045, et ne doit pas nous faire penser que les conclusions générales ne sont pas bonnes ou qu'il n'y a pas de danger. Rejeter les modèles à cause de cette imprécision, ce serait un peu comme si l'on considérait que ce n'est pas la peine de donner un temps de transport approximatif pour aller de Paris à Bordeaux en train, parce qu'on n'est pas capable de le donner à la seconde près. Certaines prévisions sont impossibles à faire de manière exacte, mais n'en restent pas moins précieuses pour des tendances et les grandes masses.